Alors, je remercie beaucoup le musée pour son invitation. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion de participer un petit peu à l'exposition qui vous est proposée de manière modeste. Et je suis heureux de pouvoir vous présenter une conférence aujourd'hui sur un sujet qui se rapporte à l'exposition. Alors, on va le découvrir d'abord sous une forme de brique, comme son nom l'indique, Bricus Maximus est fait de briques Lego. C'est, vous le voyez à l'écran, hein, le héros de l'exposition qui vous est proposé, que je vous invite bien sûr à aller voir à la suite de cette conférence ou bien dans les semaines ou les mois qui viennent, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, c'est un personnage qui a pris cher, un peu plus de cher, sous la plume de Théo Chou, dans le cadre d'un livre qui a été écrit par Gérard Coulon et illustré par Théo Chou. Donc, vous le découvrez ici. Vous voyez que c'est un personnage, bien sûr, de fiction. Donc, Bricus Maximus est imaginaire, ça va de soi. Mais il a beau être un personnage de fiction, il n'est pas pour autant totalement imaginaire. Il a une forme de vraisemblance. Et le modeste travail que j'ai pu faire pour le musée a précisément été d'aider les collègues du musée à lui donner une forme de vraisemblance en l'inscrivant dans un contexte historique et dans une réalité qui est celle de l'armée romaine. Donc ce qu'on va essayer de vous proposer ici, c'est justement de un petit peu faire connaissance avec le cadre dans lequel il a évolué, la période dans laquelle nous l'avons replacé, et puis donc d'en venir à ces questions d'espions dans l'armée romaine. Alors vous avez ici une carte de l'Empire romain, tel qu'il se présente au IIe siècle après Jésus-Christ, donc vous le savez sans doute, mais c'est un immense territoire qui court de l'Angleterre actuelle jusqu'à la Syrie, de la mer du Nord jusqu'au Sahara, et cet immense territoire est sous l'autorité d'un seul homme, un empereur, puisqu'on est au IIe siècle après Jésus-Christ, je vais vous l'expliquer dans un instant. On se situe plus précisément à la toute fin du IIe siècle après Jésus-Christ, quand on aborde la question de Bricus Maximus et de son histoire, de ses aventures, on se place très précisément dans les années 195-196 après Jésus-Christ. Et l'empereur romain qui règne à ce moment-là est un certain Septime Sévère, dont vous découvrez ici un portrait, Lucius Septimius Severus, que nous avons francisé en Septime Sévère. Il est empereur depuis 193, et on pourrait penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que entre 193 et 194, il a dû conquérir le pouvoir, mais depuis 194, il a vaincu ses concurrents dans le cadre de guerres civiles et il gouverne. Alors, à ce moment-là, quand il était en lutte contre d'autres prétendants au trône, il s'était adjoint un personnage que vous voyez là, qui est Decimus Claudius Albinus, qu'on appelle Claudius Albinus, ou Albinus plus rapidement. Ce personnage a d'abord été son allié. Il était ce qu'on appelle son César, donc son associé en quelque sorte. Mais en 195, les choses ont commencé à s'envenimer entre eux. Et là, peut-être que certains d'entre vous savent où je veux en venir. S'ils ont déjà visité une exposition antérieure du musée Lugdunum, ils ont peut-être entendu parler de la bataille de Lugdunum. L'issue de cette brouille qui intervient en 195 entre Septime Sévère et Claudius Albinus, c'est la bataille de Lugdunum qui a lieu le 19 février 197 et qui était au cœur de l'exposition Enquête de pouvoir qu'on vous avait présentée ici en 2021-2022. Donc je ne sais pas si certains y avaient assisté. Donc cette bataille de Lugdunum, c'est un grand événement de l'histoire de l'Empire romain, mais aussi de l'histoire de Lugdunum, de la ville de Lyon. Et on a donc décidé, dans le cadre de cette nouvelle exposition, un petit peu de prolonger le plaisir et d'évoquer cette période-là en intégrant le personnage de Bricus Maximus dans le cours de cette histoire. Voilà pour ce qui est du contexte. Donc, vous voyez que c'est une histoire fictionnelle qui vous est proposée dans l'exposition, dans le livre aussi qui accompagne l'exposition et qui est fait pour un jeune public. Mais vraiment, elle a essayé de s'intégrer dans un contexte, une chronologie qui est bien précise et qui renvoie à une véritable histoire. Alors notre personnage, Bricus Maximus, est dans cette histoire quelqu'un qui joue un rôle important puisque il découvre que Claudius Albinus souhaite tenter un coup d'État et qu'il vise le pouvoir. Et Bricus Maximus, qui est un proche
Septime Sévère, d'une certaine manière. Pas un proche au sens où il le côtoie quotidiennement, mais un proche au sens où Septime Sévère, il l'avait déjà rencontré auparavant quand il était gouverneur de Gaule lyonnaise avant de devenir empereur, donc il lui est fidèle, il l'apprécie, donc il décide de se rendre à Rome pour informer l'empereur de ce complot qui se trame contre lui. Donc il est en mission secrète, en quelque sorte. Et donc, c'est à ce titre qu'on rejoint le thème de la conférence de cet après-midi, à savoir les espions dans l'armée romaine. Donc, vous voyez, l'espionnage, c'est un très vaste sujet qu'on va aborder par ce biais-là. J'aurai jamais le temps de vous dire tout ce que j'aimerais vous dire sur l'espionnage dans le monde antique et dans l'armée romaine. Je vous donnerai des références bibliographiques si vous souhaitez aller plus loin à la fin de la conférence. Le but, ce sera plutôt ici d'aborder le thème de l'espionnage à travers la figure de Bricus Maximus, à travers l'exposition, à travers les objets qui vous sont présentés dans l'exposition. Comme ça, si vous l'avez déjà vu, ça vous parlera. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez repenser à ce qu'on a dit ensemble. Et donc, ça prendra peut-être un sens un peu plus particulier, un peu plus fort. Donc je vous parlerai moins des techniques d'espionnage que des acteurs de l'espionnage, à savoir ceux qu'on appelle des espions, en tout cas ceux que nous avons envie d'appeler des espions, même si vous verrez qu'il y a un certain décalage entre les conceptions antiques et modernes de cette activité. Donc en un mot, nous allons partir d'un personnage fictionnel pour arriver à l'histoire, dans un contexte particulier, et donc pour évoquer ces espions de l'armée romaine. L'armée romaine est, comme toute institution militaire, dans la nécessité d'être bien informée sur ses ennemis, bien sûr, ses ennemis extérieurs, mais aussi ses ennemis intérieurs. En cas de guerre civile, vous l'avez compris, ici on est dans les années 195-196, aux portes d'une guerre civile. Donc il y a un enjeu très important qui est celui de la prise d'information, et si possible d'une information fiable, parce qu'on sait que ces moments-là sont aussi très propices à la propagation de rumeurs, de fausses nouvelles. Ça, on a des auteurs anciens qui nous le disent, c'est très clair. Donc l'armée romaine connaît ce que nous appelons aujourd'hui du renseignement. C'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le langage militaire. Alors le renseignement, c'est une notion très large qui finalement désigne l'ensemble de la prise d'informations relative à la sécurité d'un État. Sécurité intérieure comme sécurité extérieure. L'espionnage, c'est un peu plus particulier, c'est une notion particulière qui prend place dans le cadre plus large du renseignement, et l'espionnage porte en lui l'idée de secret. C'est-à-dire qu'on peut faire du renseignement sans que ce soit nécessairement un secret. En revanche, l'espionnage, c'est quelque chose de caché, ce sont des informations qu'on obtient en étant en quelque sorte en sous-marin, c'est-à-dire qu'on ne doit pas nous voir, on ne doit pas nous repérer. Donc, si vous le rapportez à l'histoire ancienne, ça pose de très gros problèmes, parce que l'activité d'espionnage en elle-même est une activité secrète, et par conséquent, elle n'est pas censée être connue. Elle ne doit pas non plus laisser de traces. On doit effacer les traces de l'espionnage. Pensez à toutes ces séries qu'on a pu voir, on vous explique que le message va s'autodétruire. Et que donc, il ne faut pas qu'on le conserve. Pensez aux broyeuses qu'on utilise pour détruire les documents compromettants. Donc, même si on conserve des traces de tout ça, vous savez que les historiens contemporanéistes ont beaucoup de mal à accéder aux archives. Donc, si vous rapportez ça au monde antique qui déjà se caractérise par l'absence de sources, par le déficit de sources, vous vous rendez compte que c'est une tâche qui est très compliquée d'étudier l'espionnage dans le monde antique. Malgré tout, on a quand même de la chance, puisqu'on a des sources antiques qui parlent bien de renseignements au sens large, dans l'armée romaine, et aussi donc d'espionnage au sens plus particulier. Alors, de quelles sources dispose-t-on ? Elle se cache dans l'illustration de Théochou, qui a très bien fait son travail, en tout cas en partie. On a d'abord des traités théoriques sur l'art de la guerre, où on nous parle des nécessités du renseignement. Je pense par exemple à Végès, qui est un auteur de la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, qui, dans un traité sur l'art de la guerre, évoque ces questions-là. On a aussi des traités qu'on appelle dans l'Antiquité romaine et grecque des traités de stratagème, où on explique des ruses de guerre, et bien sûr, la question de la prise du renseignement et de l'espionnage est aussi présente là-dedans. C'est par exemple le traité de Frontin au 1er siècle. Et puis on a des auteurs anciens,
qui ont pratiqué la chose et qui nous renseignent dessus, comme César. César, dans la guerre des Gaules, explique parfois qu'il a besoin de renseignements et il explique comment il obtient ces renseignements. Donc on a des informations de ce type-là, mais comme je le disais, on a aussi des documents concrets qui sont directement arrivés de l'Antiquité jusqu'à nous. Par exemple, vous voyez sur le bureau du puissant personnage qui est là et qui est Claudius Albinus, le comploteur, vous avez des tablettes qui sont les piles qu'on voit sur le côté, des tablettes de cire, des tablettes de bois qu'on peut utiliser comme support d'écriture. On a aussi des rouleaux que vous voyez en bas à gauche. Donc tout ça, ça peut être le support d'écrit qui nous renseigne sur justement ces activités-là. Et on a par exemple retrouvé des papyrus ou bien ce qu'on appelle des ostracas. Les ostracas, ce sont des fragments de céramique qui devenaient des supports d'écriture sur lesquels on pouvait écrire des courts textes. Eh bien, on a des papyrus ou des ostracas qui nous rapportent que l'armée romaine, par exemple, a fait des patrouilles, des reconnaissances, du contrôle, de la prise d'informations, et donc ce sont des rapports de la part des intéressés qui ensuite, ces rapports ont été archivés. Donc vous voyez une espèce de paperasserie militaire qui existe et qu'on a parfois retrouvé dans certaines conditions, on pourra en reparler si vous le souhaitez. La trace de ces activités de renseignement dans la terminologie militaire, dans la manière dont on peut appeler certains soldats dans l'armée romaine ou certaines unités de l'armée romaine. Donc ça apparaît bien dans certaines sources textuelles, comme les inscriptions. Il y a beaucoup d'inscriptions au musée Lugdunum, vous avez dû le voir, et ces inscriptions, pardon, je suis un peu enroué. Ces inscriptions, parfois, portent des termes qui sont transparents, et c'est l'occasion de faire un peu de latin. Donc, je vous embarque pour un court voyage dans la langue latine, et il y a un premier verbe qui est employé pour désigner l'observation, le fait d'observer, de guetter, c'est le verbe explorare. Explorare, explorer, observer. Et dans les sources donc épigraphiques, c'est-à-dire dans les inscriptions, on trouve le terme d'explorator. Explorator. Alors, j'ai choisi deux, vous voyez, monuments ici funéraires qui, à gauche, montrent un explorator en action, c'est-à-dire il est à cheval et il prend son cheval pour, on sans doute, aller faire des patrouilles et rapporter ensuite ce qu'il a vu et entendu. Et puis une inscription où on voit très bien, je l'ai surligné en bleu, le terme exploratorum, bon c'est du latin, on décline, donc c'est un corps d'exploratores au pluriel, donc un corps de, je dirais, d'éclaireurs. C'est ça le sens. Ce sont des éclaireurs, et les exploratores, ils font plutôt du renseignement extérieur. On les trouve, ces unités, sur les frontières, et donc ils vont, comme je le disais, à cheval, faire des patrouilles, soit dans le secteur frontalier côté romain, soit peut-être un peu s'aventurer de l'autre côté. De toute façon, il y a une certaine épaisseur de la frontière romaine. Et donc là, ils prennent du renseignement, et puis ils reviennent, et ils informent leur chef de ce qu'ils ont vu. Un autre terme en latin, un autre verbe latin est speculor. Speculor, ça veut dire, alors peut-être observer, encore une fois, mais plus particulièrement aussi, je dirais, guetter, avec un sens encore plus, je dirais, précis. C'est l'idée de vraiment presque espionner déjà. Alors speculor, ça se retrouve dans un autre terme qui est celui de speculator. Et speculator, on le retrouve dans les inscriptions, encore une fois, comme ici, vous le voyez, il est très net sur l'inscription qui provient de Roumanie, d'un site de Roumanie. Je vais vous montrer beaucoup de documents qui viennent de la frontière romaine, sans surprise, parce que ces soldats sont stationnés sur les frontières romaines. Donc ne soyez pas étonnés de voir beaucoup de documents de ce secteur-là. Et donc le spéculator est attesté dans les inscriptions, il est attesté dans les papyrus, il est attesté chez les auteurs anciens aussi, et les speculatores, eux, sont plutôt des gens qui font du renseignement intérieur. On a beau trouver ça sur la frontière, on sait aussi qu'ils circulent dans l'Empire, et on a retrouvé, je vous en reparlerai tout à l'heure, des témoignages du passage des speculatores dans des endroits très divers, y compris, bien sûr, dans la capitale, à Rome. Donc, vous voyez, la terminologie même de certains grades, de certaines fonctions dans l'armée romaine, nous renvoie à une activité qui est celle de l'observation, de l'exploration et presque de l'espionnage. Malgré tout, Bricus Maximus
n'est ni un speculator, ni un explorator. Il est un frumentarius, c'est-à-dire qu'il correspond à une troisième catégorie qui est beaucoup moins, je dirais, transparente sur le plan de l'étymologie, parce que frumentarius, ça renvoie à frumentum, et frumentum, je pense que vous le savez, hein, ça renvoie aussi à des termes qu'on peut encore employer en français, comme frumentaire. D'ailleurs, je l'appellerai à partir de maintenant frumentaire, parce qu'on a francisé aussi ce grade. Ça renvoie au blé, aux céréales, au blé. Donc, on se dit, quel est le rapport, hein? Autant explorator et speculator, c'est clair. Autant frumentarius, c'est pas évident au premier abord. Donc, on y reviendra, si vous le voulez bien, peut-être en guise de conclusion. J'essaierai de vous expliquer ça. Pour l'instant, faisons connaissance avec donc les frumentarii, les frumentaires. Ils sont très bien attestés aussi dans les sources. Et encore une fois, une grande diversité de sources, les textes des auteurs anciens, les papyrus et les inscriptions. Et on a à ce jour plus de 150 inscriptions qui mentionnent des soldats frumentaires. Alors ils sont soit soldats, soit centurions frumentaires. C'est-à-dire que c'est un grade assez élevé chez les officiers de métier, un grade d'encadrement justement d'un groupe de soldats. Donc on trouve, comme vous le voyez ici, dans les inscriptions, souvent abrégées, la fonction de frumentarius legionis, cet septimae, c'est le numéro de l'unité, et geminae, il est frumentaire de la 7e légion Gemina. Donc c'est un certain Marcus Valerius Secundus qui s'est identifié comme tel. Et ces frumentaires sont des figures majeures du renseignement militaire et de l'espionnage, si on peut employer ce terme dans ces circonstances. Donc, cette activité de renseignement qui est la leur, qui n'est pas la seule. Il ne faut pas croire qu'ils sont spécialisés là-dedans à sens unique. En réalité, ils sont très polyvalents, ils remplissent plein de tâches, on va y revenir, et parmi ces tâches, il y a celle, justement, de prendre du renseignement et de le transmettre. Alors, pourquoi est-ce que eux, particulièrement, sont chargés de cela ? D'abord, il faut dire que tout soldat romain est susceptible de faire l'espion. Si vous êtes dans l'armée et que vous voyez quelque chose de suspect qui peut porter atteinte à la sécurité de votre collectivité militaire, bien sûr que vous allez aller le reporter. C'est pas parce que vous n'êtes pas frumentarius que vous allez vous en laver les mains. Donc chaque soldat est un espion en puissance, mais eux, plus particulièrement, pour une raison donc qui tient d'abord à leur position très particulière, sur le plan, je dirais, institutionnel, sur le plan de l'administration militaire quasiment. Ils sont, vous le voyez à l'écran, des soldats légionnaires, c'est-à-dire qu'ils font partie des légions. Les légions, c'est un corps de troupes de l'armée romaine. Ne croyez pas que tous les soldats romains sont des légionnaires, même si parfois on a cette idée. Donc ce sont des citoyens romains, par exemple. Ils ont le statut de citoyens romains. Mais surtout, ce que je veux dire en insistant sur le fait qu'ils sont des légionnaires, c'est que théoriquement, on les attendrait dans leur unité, avec leurs 5000 camarades qui forment une légion. Eux, au contraire, ce sont des électrons libres. Ils sont détachés. C'est-à-dire qu'il y a la pratique du détachement qui existe déjà dans l'armée romaine. On les prélève et on leur confie des missions particulières. Et notamment, ils sont détachés de leur unité pour servir, dans un premier temps au moins, dans ce qu'on appelle les officia des gouverneurs de province, c'est-à-dire dans les bureaux des gouverneurs de province. Et là, vous avez une image de notre Brutus Maximus qui se trouve dans l'environnement d'un quartier général de province, d'une capitale de province, où on trouve un envoyé de l'État romain, un gouverneur. Donc un haut personnage qui fait partie de l'élite sociale et politique romaine, qui est envoyé par Rome dans la province pour l'administrer. Bon. Lyon, bien sûr, ça va de soi, est une capitale de province. C'est la capitale de la Gaule lyonnaise. Donc, je vous remontre la carte de l'Empire, vous localisez évidemment Lugdunum, mais vous voyez que chaque province qui est spécifiée ici a une capitale. Donc il faut imaginer que dans chaque capitale, le gouverneur a un bureau avec des administrateurs qui l'aident dans la gestion quotidienne de toute la paperasserie, de toutes les activités qu'il doit assumer. Et parmi ces personnels qui sont auprès du gouverneur, il y a des militaires. Ce qui signifie que nos frumentaires ne sont pas n'importe qui, ils savent lire, écrire, compter, etc. Vous voyez, ils ont des compétences, de ce point de vue-là, ils sont alphabétisés. Tous les soldats ne sont pas alphabétisés, mais l'armée romaine, c'est un
un milieu dans lequel il y a une bonne alphabétisation globale, et eux, ils sont capables de maîtriser tout ça. Et donc, ils sont détachés dans les bureaux, je vous remontre cette image, pour assister le gouverneur dans des tâches diverses. Alors, on y retrouve d'autres soldats, comme par exemple les speculatores, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On sait aussi qu'ils sont dans les bureaux des gouverneurs. Je ne rentre pas dans le détail, mais les historiens discutent beaucoup de la composition des officiats. Ça peut varier selon le type de province. Donc là, c'est une discussion scientifique, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, on est certain que speculatores et frumentari fréquentaient ces bureaux qu'on appelait donc un officium au singulier. Ça a donné évidemment l'anglais office, et des officia au pluriel. Alors à ce titre, il porte le titre d'officiales. Officiales, c'est-à-dire qu'ils sont membres des bureaux. Et c'est quelque chose qui les définit, vous voyez, qui leur donne une certaine identité dans l'armée romaine. Et pour exprimer ça, on leur confie un insigne particulier qui symbolise leur rang d'officialis, c'est-à-dire de membres du bureau. Cet insigne, nous le connaissons par des représentations figurées, et vous en verrez une dans l'exposition, puisqu'à Lugdunum, on a découvert un monument sculpté avec précisément cet insigne, qui est ce qu'on appelle une lance à 2 yeux. Vous l'avez ici à droite sur un monument, alors ce n'est pas le monument lyonnais, mais un monument qui vient d'Allemagne, qui est celui d'un soldat frumentaire de la 7e Légion Gemina, et vous voyez que sur le côté, il a tenu à représenter la lance, qui est l'insigne de sa fonction d'officialis. Et là, vous avez une reconstitution moderne, vous en verrez une également dans le cadre de l'exposition. Donc ne soyez pas surpris de voir cette lance à 2 yeux, d'un type un peu particulier, dans l'exposition. Il y a d'autres soldats qui ont la possibilité d'exhiber cette lance. Ce sont les beneficiarii, qu'on appelle en français des bénéficiaires, qui eux étaient aussi des membres du bureau du gouverneur, qui étaient envoyés dans des postes de surveillance sur les routes. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils contrôlaient les circulations, ils prenaient de l'information. Il y a quelqu'un qui passe, il lui demande où il va, et surtout aussi, il lui demande d'où il vient et ce qu'il a vu là-bas. Et donc, on lui rapporte au soldat ce qu'on a vu, et le soldat a fait un rapport et l'expédie au gouverneur. Vous voyez, c'est ça le principe de la prise d'information. Ça se passe dans l'Empire, c'est interne à l'Empire. Donc, les bénéficiaires, les speculatores, les frumentaires ont tous une lance de ce type-là, dont vous verrez encore une fois une reconstitution et une représentation authentique dans l'exposition. Vous vous doutez qu'une lance comme cela, vous ne l'utilisez pas vraiment au combat. Ce n'est pas le meilleur outil qui soit pour combattre. Elle exprime d'abord un statut. Donc, elle sert à témoigner du statut social de celui qui la porte et du statut hiérarchique au sein de l'armée romaine. Donc, en termes de prestige, c'est déjà important pour ceux qui en sont pourvus. Ils en sont fiers, certainement. Mais elle a aussi une utilité concrète, très certainement, parce que, précisément, elle identifie son détenteur comme étant quelqu'un d'important, qui est missionné par le gouverneur, mais surtout, ça leur est très utile, parce que ce sont des soldats extrêmement mobiles. Ils se déplacent. Vous avez compris que déjà, ils ont quitté leur légion, ils ont gagné les bureaux des gouverneurs, mais ils ne restent pas dans le bureau. Enfin, ils y restent un certain temps, mais ensuite, ils reçoivent des missions qui impliquent à nouveau de la mobilité. Donc, ce qui les définit vraiment, c'est cette mobilité. Et on comprend que cette mobilité est à la source de leur activité d'espionnage. Parce qu'en se déplaçant, on va y venir, ils voient plein de choses. Ils entendent plein de choses. Donc, ils sont mobiles, et à ce titre, quand ils se déplacent, la lance de bénéficiaire, la lance de spéculator, la lance de frumentaire, on va le voir, leur donne droit à un certain nombre de facilités. Car ils sont, par essence, des messagers. Ils servent à transmettre les informations au sein de l'Empire romain. Alors, transmettre les informations, déjà, c'est participer à l'activité de renseignement. Mais on va voir aussi qu'ils, bien sûr, prennent du renseignement. Donc, il faut se dire que ce qui caractérise véritablement ces gens, frumentaires et speculatores, c'est de se déplacer. Beaucoup plus qu'un soldat ordinaire. Et ça, on le voit, encore une fois, dans les illustrations de Théo Chou, qui, vous voyez, nous montre un soldat qui ne cesse de courir ou de galoper pour porter des messages, en évitant parfois les multiples dangers de la route.
Et ça n'est pas du tout imaginaire, ça se voit aussi très clairement dans les textes et les images qui nous sont parvenues de l'Antiquité, puisque vous avez ici, par exemple, une inscription qui provient de Salone. Salone, c'est tout à côté de Split en Croatie. Et sur cette inscription, qui est le monument funéraire de Turonius Maro, un soldat frumentaire qui appartient, vous voyez, à une légion, hein, la 3e légion Cyrénaïca. Alors déjà, entre nous, c'est un témoignage de cette mobilité, parce que la 3e légion Cyrénaïca stationne en Syrie. Donc, elle n'est pas, enfin en Orient, donc elle n'est pas attendue en Croatie actuelle. Vous voyez. Que fait-il là? Il est sûrement déjà en mission. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'épitaphe, qui est érigée par son affranchi, son esclave, hein, qui a gagné la liberté, eh bien, l'affranchi lui rend hommage en nommant son ancien maître, en l'appelant Turonius Maro, frumentarius de la Légion, et il dit qui a quicucurit, c'est-à-dire qui a couru en tant que frumentaire pendant 11 ans, c'est-à-dire qui a couru, qui a passé son temps à courir. Alors c'est un petit peu ce qu'on dit nous, hein, quand on nous demande comment on va, et on dit « ah, je cours sans arrêt ». Bon, bah, les frumentaires, ils sont pris dans cette frénésie du mouvement, vous voyez, et ça transparaît jusque dans les inscriptions funéraires. Autre témoignage, peut-être encore plus parlant, et cette fois-ci figuré, vous avez ici le détail d'un monument funéraire. Alors vous voyez, dans la partie basse, on voit qu'il y a une inscription, hein, je vous ai montré simplement le relief en détail. C'est un monument funéraire d'un certain Lucius Blasius Nigellio, on voit là sur l'inscription qu'on arrive à lire Nigellio, qui est un spéculateur, lui, mais c'est le même type de soldat, de la 7e légion Claudia, et il a tenu à faire figurer sur son monument funéraire, regardez, on va le voir de plus près, une représentation précise où on voit quelqu'un qui porte, bah, devinez quoi, une lance d'officialis, c'est-à-dire hein, qu'on voit qu'ils se déplacent avec leur lance, précisément parce que ça leur permet, quand ils s'arrêtent, de témoigner de leur mission. Ce sont des chargés de mission importante, et donc il faut qu'on leur facilite la vie en leur fournissant nourriture, gîte et monture. Alors monture, soit ils galopent, hein, comme on l'a vu avec Théochou, soit ils sont aussi véhiculés avec des chariots. Donc la lance doit être employée pour faire valoir leur statut et leur importance, et l'importance de leur mission. Alors je vous dirai tout à l'heure que parfois ils en abusent, parce que c'est tentant. Quand on vous offre le couvert et le gîte, vous pouvez demander encore un peu plus. Et il y a eu des plaintes nombreuses à ce sujet-là. Donc, on va voir qu'il y a une face obscure des frumentaires qui ne sont pas les personnages les plus appréciés, je dirais, de l'Antiquité romaine. Alors, vous me demanderez peut-être où ils portent leur message, c'est-à-dire transmission de l'information, d'accord, mais de qui à qui et pourquoi. Ici, l'itinéraire imaginaire hein, de Bricus Maximus, celui qu'il accomplit durant ses aventures que vous retrouverez dans l'exposition et dans le livre. Alors, vous voyez qu'en fait, il est en mission au début, il est en stationnement au départ en Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre actuelle. Et puis, pour informer Septime Sévère du complot, il se rend en Italie, ensuite il revient à Lyon, enfin bref, il fait tout un périple. Et ça montre bien cette mobilité hein, des frumentaires. Alors, dans l'Antiquité, effectivement, ils portent des messages de gouverneur à gouverneur, certainement. Vous voyez, hein, de capitale à capitale, bon, parce qu'il y a des communications interprovinciales, sans doute aussi dans la province, des messages du gouverneur, mais également vers le centre de l'Empire, vers la capitale, Rome, et vers l'empereur. Donc ils ont aussi certainement... ils reçoivent la mission d'envoyer des messages depuis les capitales provinciales jusqu'à Rome, où là, ils peuvent fréquenter désormais de très hauts personnages. Déjà qu'ils fréquentaient le gouverneur, ils peuvent être introduits auprès de gens aussi importants que, par exemple, un préfet du prétoire, qui est un personnage de très haut rang qui commande les cohortes prétoriennes, la garde personnelle de l'empereur, voire l'empereur. Alors ici, vous le voyez, auprès d'un personnage qui est Plotien, un personnage historique, hein, qui était le préfet du prétoire de Septime Sévère. Parce qu'il se trouve que dans la chronologie, si on voulait être cohérent, Bricus Maximus ne pouvait pas rencontrer Septime Sévère à Rome en 195, parce que Septime Sévère n'était pas là. Donc on lui fait rencontrer le bras droit, en quelque sorte, le deuxième personnage de l'Empire, l'ami de Septime Sévère, qui est Plotien, bon, qui sera assassiné hein, quelques années plus tard, mais disons, à ce moment-là, l'homme fort qui tient Rome en l'absence de l'empereur. Et donc, Bricus Maximus
côtoie Plotin, comme un Frumentère côtoierait des personnages importants. Donc, vous voyez que non seulement ils évoluent dans un monde qui leur fait rencontrer des personnages importants, mais en plus, c'est très important de comprendre qu'ils jouent un rôle majeur donc, dans ces activités de renseignement et d'espionnage du fait de leur mobilité. Du fait de leur mobilité, parce que cette mobilité, parfois, doit leur faire porter des messages secrets. Donc d'abord, quand ils sont en mission pour transmettre une information, l'information elle-même est hautement importante, donc il faut qu'ils soient sérieux et que voilà, ils accomplissent correctement leur mission. C'est donc une mission de confiance. Et puis, en plus, il y a le caractère informel, c'est-à-dire que le gouverneur, quand il donne la missive au Frumentère, le Frumentère n'est pas censé la lire. Mais le gouverneur peut lui dire « Tiens, tu portes ça à mon collègue et tu me diras ce que tu vois là-bas. » Et donc, le Frumentère, ensuite, reviendra et lui-même aura pris de l'information et il aura observé. Et donc, il sera devenu un agent de renseignement. Il sera plus qu'un agent de transmission, plus qu'un messager. Il sera devenu un espion. C'est-à-dire, vous voyez, le passage entre transmission de l'information et prise d'information, même si les deux vont ensemble très souvent, eux, ils sont magnifiquement placés pour le faire. Alors, Théochou me permet d'illustrer ça, parce que vous doutez que dans les sources, ça, on ne le voit pas beaucoup, la prise d'information. C'est pas facile. Autant la mobilité, je peux encore vous le montrer avec des documents antiques. Ça, on peut le trouver chez les auteurs anciens, quand ils nous disent, voilà, on a envoyé un espion pour faire ceci, cela. Mais l'illustrer, c'est pas évident. Alors Théochou, avec Malice, a un peu illustré ça, vous voyez, les situations dans lesquelles un Frumentère peut prendre de l'information. Par exemple, quand il va aux latrines avec ses camarades. Donc dans le livre, c'est là qu'il entend une conversation informelle de ses camarades qui se trouvent en Bretagne et qui évoquent les ambitions d'Albinus qui souhaiterait prendre le pouvoir. Et vous voyez, là, il écoute d'une oreille attentive, mais d'autres fois, il regarde aussi et il prend de l'info visuelle. Autre exemple, évidemment, dans les auberges, dans les tavernes, c'est classique, où on peut tendre l'oreille et où on peut éventuellement ensuite rapporter aux puissants. Donc là, ça se fait parfois, vous le voyez, c'est là qu'est aussi l'ambiguïté, ça se fait parfois, je dirais, à découvert. C'est-à-dire que quand il est aux latrines avec ses camarades, il est soldat. Et il est à sa place, il n'est pas caché. Quand il se déplace dans les auberges, il peut aussi être là avec sa lance d'officialis et il est soldat. D'autres fois, sans doute, il est beaucoup plus à couvert, mais je veux dire par là que même dans l'exercice quotidien de ses missions, il peut prendre du renseignement. Vous vous amuserez en sortant. Imaginez que vous êtes espion, que quelqu'un vous a demandé de rapporter la situation à Lyon 14 octobre 2023. Vous vous rendez pas compte du nombre d'informations que vous pouvez récupérer sur qui vous avez vu, ce qui se passe, où est-ce qu'il y a des bâtiments officiels, s'ils sont gardés, pas gardés. Bon, bah, ça, c'est leur métier, et donc ils ont l'habitude de prendre ces infos-là. Donc, ça leur donne désormais un rôle actif. Ils ne sont pas seulement passifs, dans le sune où ils transmettent, ils sont aussi actifs, dans le sens où ils collectent. Et cette collecte de renseignements ajoute encore à l'importance de leur mission. Alors, ça leur vaut aussi une mauvaise réputation. Mauvaise réputation parce que, figurez-vous, qu'on a conservé des inscriptions, alors là, qui ne sont pas produites par les Frumentaires eux-mêmes ou par leurs proches, mais par des communautés, des villages, des villes qui ont été fréquentées par des Frumentaires et qui se plaignent de leur comportement en disant qu'ils abusent de leurs droits et en demandant à ce que le pouvoir impérial, entre guillemets, les recadre. Donc, ça montre que, d'abord, il y a des routes qui sont sillonnées de manière préférentielle par ces courriers impériaux, militaires. Souvent, ce sont des localités qui sont sur des grands axes de passage. Donc, imaginez des espèces d'autoroutes impériales où transitent sans cesse des militaires. Et les Frumentaires ont la mauvaise réputation, justement, d'abord d'exiger ce qu'il aurait dû, mais sans doute d'en exiger encore un peu plus. Donc là, il y a des abus, il y a la problématique des rapports avec les civils. Ils sont aussi mal vus parce que ça va au-delà de ça. Ils ne font pas que prendre du renseignement. Les sources anciennes nous disent aussi que c'est une espèce de corps spécial et qu'on peut leur confier des missions qu'on qualifierait des missions de barbouze, c'est-à-dire assassinat politique, arrestation, parce que précisément ils sont très mobiles, ils sont discrets,
ils sont de confiance, et ils dépendent finalement d'autorités diverses, donc ils peuvent accomplir ça au service du gouverneur, mais surtout aussi au service de l'empereur. Donc ce sont un petit peu des hommes de main, et je ne vous dirais pas que Bricus Maximus n'a pas un côté obscur. Théoriquement, s'il va au bout de sa mission, il est susceptible de remplir ce type de tâches qui ne sont pas très disons, appréciées, notamment de la part des élites qui nous ont transmis cette fois-ci les témoignages littéraires. Les auteurs anciens sont issus des élites souvent sénatoriales, et comme les frumentaires peuvent parfois être chargés d'arrêter ou d'exécuter de prestigieux sénateurs qui seraient en désaccord avec l'empereur, eh bien, ils sont le visage de la violence politique qui s'exprime à leur encontre. Alors, c'est ce qui explique que, par exemple, un auteur du IVe siècle, qui s'appelle Aurelius Victor, a ces mots sur les frumentaires. Donc, il écrit au IVe siècle, et il explique qu'il n'existe plus à son époque, parce que les frumentaires disparaissent de la documentation à la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle. Et il dit ceci, en parlant de la période où ils disparaissent, on mit autant de zèle à réglementer les charges de la paix par les lois les plus justes, et l'on supprima l'engeance funeste des frumentaires. Vous voyez, pour vous dire qu'ils ont vraiment mauvaise presse. Et il dit, malgré tout, à qui ressemblent beaucoup les agentes rerum d'aujourd'hui. Donc on comprend qu'on a supprimé un corps de barbouze, entre guillemets, pour en créer un nouveau avec un nouveau nom. Ça, c'est classique encore dans les pratiques gouvernementales, de supprimer une administration mal vue pour la recréer sous un autre nom. Je ne donnerai pas d'exemple récent. Vous voyez tous de quoi je parlais, je pense. Donc, tout ceci explique que dans l'historiographie contemporaine, chez les historiens modernes, notamment au XXe siècle, les frumentaires ont parfois été qualifiés de police secrète. Vous voyez, plus que d'espions, on les a aussi qualifiés de police secrète. Alors, il faut faire attention, parce qu'on ne vit pas dans des époques strictement comparables. Il faut comprendre que c'est une vision qui a été fortement influencée par les régimes totalitaires du XXe siècle et par l'existence de polices secrètes, la Gestapo, etc. On ne doit pas aller jusque-là, il faut nuancer, les contextes ne sont pas les mêmes, la culture politique n'est pas la même, le contexte technologique aussi n'est pas le même. Pensez que pour surveiller, on n'a pas du tout les mêmes outils. Alors là, par contre, on est emparé de vertige si on pense à notre époque, parce que là, on a des moyens de surveillance qui sont démentiels par rapport à ce qui pouvait être le cas dans l'Antiquité romaine. Donc, quelque part, on était beaucoup plus libre dans l'Antiquité romaine, du point de vue des activités d'espionnage, dans une certaine mesure. Donc, ce n'est pas tout à fait comparable. Et puis surtout, je voudrais quand même aussi bien vous expliquer qu'à Rome, il n'y a pas d'agence centrale de renseignement. Il n'y a pas la DGSE ou la DGSI, il n'y a pas le MI5 ou le MI6, il n'y a pas un bâtiment, vous voyez, où ils seraient inscrits, enfin, d'ailleurs, on ne le mettrait pas, mais disons, service secret. Du fait de leur mobilité, du fait que ce sont, comme je l'ai dit, des électrons libres, ils se distinguent beaucoup de leurs camarades. C'est ce qui fait vraiment leur spécificité, et donc on pourrait se dire qu'ils ne restent jamais très longtemps au même endroit. Alors d'abord, il faut se dire aussi que ça peut être un moment dans leur carrière où ils accomplissent ces tâches. D'accord. Mais quand ils sont en effet frumentaires, ce qui prime, c'est leur mobilité. Ils vont de leur légion dans les capitales provinciales. Peut-être que certains restent plutôt dans la capitale provinciale. Là, il y a un cantonnement militaire, en effet. Mais ce qui est très intéressant dans le cas des frumentaires, c'est que quand ils vont à Rome, ils disposent d'un camp, en effet, parce qu'il faut bien les accueillir à Rome. Donc, on a la chance de connaître un camp qui est spécialement dédié, non pas aux seuls frumentaires, mais aux soldats qui viennent des provinces et qui sont en mission à Rome. Et ce camp, on en connaît le nom et on va le voir un certain nombre de vestiges, on l'appelle les castra peregrina, c'est-à-dire en latin le camp étranger. Le camp étranger. Alors il ne faut pas comprendre le camp étranger dans le sens où ce seraient des étrangers qui stationnent, parce qu'en réalité, ce sont des citoyens romains. Je vous l'ai dit, des légionnaires, citoyens romains. Donc, ils n'ont pas un statut étranger, pérégrin en latin. Mais ça veut dire les camps des soldats venus de l'extérieur. En fait, ça serait plus juste de dire le camp provincial, c'est-à-dire des soldats provinciaux, en mission dans la capitale. Et on a la chance
donc d'avoir des informations sur la localisation de ce camp où devaient stationner, au moins temporairement, les soldats en mission à Rome qui venaient des provinces. Alors on y retrouvait des frumentari et des speculatores. Les speculatores remplissaient aussi quasiment les mêmes missions. Bon, nous on a choisi de faire de Bricus Maximus un frumentaire, mais on aurait pu à la limite en faire un speculator. Et donc ce camp, nous le situons à Rome. Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement la topographie romaine. Voici un plan de la Rome antique avec, vous le voyez, un certain nombre de camps militaires, de casernes. Il faut se dire qu'à Rome, il y a des soldats qui stationnent de manière permanente, et c'est aussi parce qu'il y a une garnison permanente, qu'on appelle la garnison urbaine, qu'on peut définir des soldats comme venant de l'extérieur. Donc il y a notamment les fameux prétoriens qui logent dans les castras prétoriales. Vous voyez tout au nord-est là-haut, c'est le corps d'élite des prétoriens qui veillent sur la sécurité de l'empereur. Et puis, il y a d'autres camps. Les corps de vigile, ce sont des pompiers, entre guillemets, qui veillent à la sécurité vis-à-vis des incendies notamment. Les corps urbaines pour le maintien de l'ordre. Les equites singulares Augusti, ce sont les cavaliers de l'empereur, la garde rapprochée à cheval. Et puis, donc, des marins de la flotte aussi, qui stationnent à Rome. Et puis, en rouge, et je l'ai indiqué en plus grand, le camp des étrangers, entre guillemets, le camp des soldats provinciaux, donc les castras peregrina. Alors, voici ce que ça donne dans la localisation du tissu urbain contemporain. Pour ceux qui connaissent, vous voyez le Colisée, là-haut. J'ai un pointeur là pour vous aider. Le Colisée, donc le Forum romain que vous avez peut-être visité est ici. Le Palatin qui est la résidence de l'empereur. Donc notez bien que l'empereur se trouve ici. Eh bien, les frumentaires et les speculatores stationnaient ici, donc tout près, à quelques centaines de mètres du palais impérial. Donc c'est pas anodin. Et ils stationnaient ici, de sorte qu'aujourd'hui, leur caserne se trouve sous une église, bon à Rome c'est fréquent, qui s'appelle l'église San Stefano Rotondo. Vous voyez qu'elle porte bien son nom, elle porte ce nom, Saint-Étienne-le-Rond, parce qu'elle a une forme circulaire. Donc c'est une vieille église du haut Moyen-Âge, très belle église, qui n'est pas très connue, mais elle vaut le détour. On peut la visiter sur réservation, et on peut accéder à ce qu'il y a sous l'église. Donc je vous invite, si vous allez à Rome, à prolonger la conférence en cherchant à visiter les castras peregrina, parce que vous allez voir que c'est intéressant, puis vous ne serez pas encombré de touristes, et à Rome, c'est de plus en plus précieux d'avoir des lieux où il n'y a pas de touristes. Donc, voilà ce qu'on trouve sous le sol de ce secteur. Alors, à gauche, vous avez un plan plus général, et puis à droite, un plan de l'église elle-même, et vous le voyez, dessous, donc, des structures qu'on voit ici, qui ont été qualifiées, observées. Alors ici, il y a aussi la restitution de logements pour les soldats. Et puis là, on a un édifice, une partie de l'édifice qui est clairement identifiée, je vais vous en montrer donc la nature, comme étant un mitréum. Un mitréum, c'est un sanctuaire du dieu Mitra, un dieu d'origine iranienne qui était honoré dans l'Empire romain, surtout au IIe et IIIe siècle, avec un autel, des peintures, il y a des très belles peintures, vous voyez, ici on représente la lune, des peintures murales, et puis des inscriptions, regardez, qui ont été laissées par nos soldats frumentaires de passage, ou les speculatores, qui ont laissé une trace de leur passage, et donc ils devaient se réunir dans ce lieu de culte qui était intégré à leur caserne, et ça, c'est pas commun d'avoir des mitréas, donc des sanctuaires de Mitra, dans les casernes militaires. D'habitude, on dit qu'ils sont à l'extérieur, bon, bah là, ils sont à l'intérieur, c'est assez remarquable. Et donc, on a découvert à l'intérieur des inscriptions qui nous renseignent parfois même sur les bâtiments, les édifices qu'il y avait à l'intérieur du camp. Par exemple, on nous mentionne des bains. Donc imaginez nos frumentaires qui arrivent à Rome épuisés, ils peuvent tout de suite se délasser dans un bain qui est intégré, donc des thermes qui sont intégrés au camp, donc ils doivent pouvoir laisser leur cheval, etc. Et puis, on a aussi identifié, grâce à une inscription que voici, un temple de Jupiter Redux. Jupiter Redux, c'est pas du tout un hasard, Jupiter Redux, c'est Jupiter qui assure le bon retour. Donc c'est celui qu'on invoque quand on fait un voyage. Et on lui demande de faire un voyage dans de bonnes conditions et de revenir au point de départ. Donc c'est pas du tout anodin, ça renvoie à leur mobilité. Et puis vous voyez, dans ces inscriptions, on prend connaissance aussi avec les gens qui commandent le camp,
Alors ici, on a un centurion frumentaire. Regardez, le petit signe ici, c'est celui de centurion. Le fre, c'est pour frumentarius. Alors lui, il est un peu particulier parce qu'en l'absence du chef, il fait fonction de chef de la caserne. Et là, on a le nom du chef de la caserne, c'est le princeps peregrinorum. Le princeps, ça veut dire le premier, le chef, et peregrinorum, en fait, il faut sous-entendre castrorum peregrinorum, donc c'est le chef du camp étranger, en quelque sorte. C'est le chef de la caserne, celui qui commande donc localement aux soldats qui résident dans la caserne. Donc vous voyez que là, c'est plus un soldat, hein, mais bien un centurion qui exerce ses fonctions de commandement. Alors, ces centurions qui remplissent la charge de commandant de la garnison sont des personnages importants. On le sait parce que certains d'entre eux ont effectué de très belles carrières. Certains ont dû tout simplement commander la caserne, mais d'autres, dans des conditions bien particulières, de guerre civile notamment, ont effectué une carrière extraordinaire. Ils étaient visiblement dans la confiance de l'empereur. Donc on comprend que si ces gens qui avaient le rang de centurion dans l'armée romaine, ce qui est bien à l'échelle de l'armée romaine, mais ne les qualifie pas pour des carrières normalement très brillantes au sein de l'État romain, s'ils arrivent à des charges aussi importantes, et c'est le cas pour plusieurs d'entre eux, de préfet du prétoire, c'est-à-dire de personnages le plus puissant de l'Empire après l'empereur, c'est qu'on comprend qu'ils ont dû jouer un rôle important dans des moments clés et en raison des fonctions qu'ils accomplissaient. Donc on peut penser que, notamment, ils ont joué un rôle clé dans l'élimination de personnages, la prise d'informations, la maîtrise de l'information dans un contexte de rivalité, de guerre civile. Et quand on observe les carrières de ces gens-là, on se rend compte que, en effet, c'est pendant les périodes de guerre civile qu'ils atteignent les plus hauts, les plus belles, qu'ils remplissent les plus belles, qu'ils accomplissent les plus belles carrières et qu'ils atteignent les niveaux les plus élevés qu'ils n'auraient pas nécessairement pu espérer atteindre si le contexte ne l'avait pas permis. Donc c'est souvent à l'époque sévérienne, donc après les années 195-196, on a un certain nombre de camarades de Bricus Maximus, en tout cas les chefs de Bricus Maximus, ceux qui commandaient la caserne, qui, une vingtaine d'années plus tard, alors qu'ont lieu de nouvelles guerres civiles, dans les années 217-218, ont joué un rôle majeur en devenant des personnages très puissants. Donc c'est ce qu'on peut appeler un petit peu le prix du secret. Vous voyez que collecter de l'information, rapporter tout ça à des puissants, ça peut vous valoir précisément des rétributions. Donc il ne faut pas s'imaginer que tous finissent aussi brillamment. Dans l'histoire de Bricus Maximus prend sa retraite. Donc vous voyez, il fait son office et puis il s'en va de l'armée. Mais dans quelques cas particuliers, ça peut aller jusque-là. Alors le prix du secret, et j'y viens, j'ai posé la question tout à l'heure, pourrait peut-être expliquer le sens du terme frumentarius. À un niveau plus modeste. Il y a deux hypothèses pour expliquer que des gens qui sont chargés de ce type de mission s'appellent frumentarius. La première hypothèse, c'est de penser que, pour prix de leur service, ils avaient droit à une double ration de frumentum, c'est-à-dire qu'ils étaient favorisés dans leur rétribution. En fait, ils sont payés en argent. Mais normalement, cet argent est l'objet de retenues sur la solde pour leur nourriture, leur équipement, etc. Et donc on peut penser que frumentarius, en fait, ça peut vouloir dire celui qui a bénéficié du frumentum, entendons gratuitement. Vous voyez, qu'on ne lui fait pas de remise. Donc soit qu'on ne lui fait pas de remise, soit qu'on lui fait une double ration, et donc il en tire un bénéfice particulier. Donc ça pourrait être ça. Mais il y a une autre hypothèse qui est séduisante aussi, qui est de mettre ce terme en rapport avec la mobilité des soldats romains en campagne et aux nécessités d'une campagne militaire. Ça, on le voit bien chez César, par exemple, dans la guerre des Gaules. Dans la guerre des Gaules, César accorde beaucoup d'importance, et c'est très compréhensible, à la logistique. Quand vous faites la guerre en terrain extérieur, c'est crucial d'assurer une logistique à vos troupes et donc de permettre aux soldats de manger. Et que fait-on? On envoie des soldats fourragés, c'est-à-dire qu'on va leur demander d'aller récupérer du foin pour les bêtes et de faire aussi peut-être les récoltes pour récupérer du blé et ensuite faire le pain. Et donc il est possible que ces soldats qui étaient envoyés chercher le frumentum étaient aussi en mission de prise de renseignements.
C'est-à-dire que, vous voyez, ils se déplaçaient et que donc, en fourrageant, ils voyaient des choses, ils les rapportaient. Donc, il y a aussi cette hypothèse alternative qui pourrait expliquer ce terme de frumentarius. Il faut savoir que, par principe, hein, et dans le droit, les soldats romains n'ont théoriquement pas le droit de se marier pendant le temps de leur service. Et ce n'est pas un temps négligeable. Hein. Comme on est dans l'armée professionnelle, j'ai oublié de le préciser, mais c'est évidemment une armée professionnelle, donc ils sont en service pour 25 ans. Donc, ça pèse. Néanmoins, il faut distinguer le droit et la pratique, comme souvent, et ça ne les empêche pas d'avoir des relations hein, avec des femmes et de fonder des familles. C'est normalement à l'issue de leur service, s'ils n'étaient pas mariés auparavant, qu'on va officialiser leur mariage. Mais donc, concrètement, voilà, ils ont des familles. Pour ce qui est des soldats, je dirais, ordinaires. C'était de toute façon inconcevable hein, de maintenir des milliers d'hommes dans l'abstinence sexuelle et loin des femmes. Donc l'État compose avec cela. Les frumentaires, les speculatores, du fait de leur mobilité, en effet, c'est pas évident pour eux, parce que... alors attendez, je vais passer sur cette diapo-là. Vous avez ici une représentation hein, qui est encore une fois de Théo Chou, qui montre justement, regardez, l'épouse du Bricus Maximus et les deux enfants qui font leurs adieux à Bricus en se demandant quand est-ce qu'ils le reverront, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une problématique particulière pour ces soldats très mobiles. Alors ce que nous disent les sources, et là il faut forcément se référer aux inscriptions, ce ne sont pas les auteurs anciens qui nous parlent de la vie privée des frumentaires, hein, ce ne sont pas les rapports officiels, les papyrus qui vont nous renseigner. Donc il faut aller chercher dans les inscriptions. Et pourquoi ? Parce que les inscriptions sont faites souvent par les frumentaires eux-mêmes, mais aussi parfois, quand il s'agit de leur inscription funéraire, par leurs proches. Donc il faut aller collecter les informations, voir qui est mentionné dans les inscriptions funéraires comme proche, membre de l'entourage du soldat. Alors vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on avait déjà un affranchi, enfin je vous l'ai dit, il y avait un affranchi hein, qui avait fait l'inscription de son ancien maître, son patron. Donc ça veut dire déjà qu'il faut imaginer, et à mon avis, avant de partir avec les femmes et les enfants, ils partaient des fois avec des affranchis et des esclaves. Parce que comme ce sont des personnages quand même dans certains reliefs, ils ont l'argent pour avoir des esclaves, une domesticité, et par exemple les bénéficiaires qui sont envoyés dans les postes de contrôle dont je vous parlais tout à l'heure, on a retrouvé certains postes de contrôle archéologiquement et on voit qu'il doit y avoir un espace suffisant pour accueillir des proches des bénéficiaires. Alors eux, ils sont en poste, donc dans la station, dans le poste de contrôle, donc ils ont quand même une forme de sédentarité. Pour nos frumentaires, il faut penser que s'ils ont des proches, ils les emmènent peut-être au gré aussi du type de mission. C'est-à-dire, si on leur dit « tu pars à Rome pour 1 an », ça vaut peut-être le coup de partir avec la famille. Si on lui dit « tu me portes ce message et tu reviens », voilà, il doit y avoir de la variété. Mais en tout cas, on a bien trace hein, de plus que d'affranchis, puisqu'on a par exemple sur cette inscription, qui est un monument funéraire, encore une fois, d'un certain Campanianus, soldat frumentaire de la première légion Adutrix, la mention d'une épouse qui a fait la tombe pour son mari. Donc elle s'appelle Aelia Capitolina, et donc elle a un nom très particulier d'ailleurs, parce qu'Aelia Capitolina, c'est le nom de la ville de Jérusalem, dans l'Antiquité, à partir d'Adrien. Et donc elle a survécu à son mari, et elle a indiqué donc son statut de frumentaire. Hein, vous voyez, regardez, vous êtes capable de lire maintenant une inscription, Frumentarius, Legionis, Primae, Adiutricis. Et puis elle indique hein, le nombre d'années qu'il a vécu. Il a vécu 33 ans, et Stipendium Quindecim, il a servi 15 ans. Voilà, donc il s'était engagé à 18 ans. Et donc, vous voyez qu'il a beau être en service actif, parce qu'il n'a pas fini hein, son service. Il avait une femme, et elle se dit sa femme. Elle dit qu'elle a offert le monument à son mari, en fait. Elle dit pour son mari, très pieux. Donc, c'est à l'évidence hein, la preuve qu'ils peuvent avoir des femmes. Alors, certainement qu'ils peuvent avoir aussi des enfants. Il y a 1 ou 2 exemples attestés hein, de soldats frumentaires qui ont des enfants. Donc, c'est possible. La question maintenant, et là l'enquête est à faire, je ne l'ai pas faite, alors que ce sont des sujets qui m'intéressent, mais je n'ai pas encore exploité ça en détail. Là, il faut prendre toute la documentation et la comparer avec celle des soldats ordinaires. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve moins souvent, aussi souvent, plus souvent, des femmes et des enfants attestés auprès des frumentaires ou pas ?
À mon avis, quand même, c'est sûr qu'on n'en retrouve pas plus souvent, et il n'est pas impossible qu'on en retrouve moins souvent. Donc il y a quand même peut-être une incidence du métier militaire sur la vie privée. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut je dirais, tester pour voir si on peut progresser. Voilà. Un grand merci à vous. Alors, si vous le permettez, peut-être que le public, on ne sait jamais si ça l'a intéressé, ça vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez recourir à des ouvrages. J'ai pas tout dit très loin de là sur le renseignement et l'espionnage dans la Rome antique, donc il me semblait important de vous proposer des lectures complémentaires en plus de l'expo. Le plus accessible, c'est le livre de Rosemary Sheldon, Renseignement et espionnage dans la Rome antique, qui est traduit de l'anglais. Il a une portée assez concrète, donc justement, là, si vous vous intéressez à tout ce qui est technique, d'espionnage, les codes secrets, ce genre de choses, et c'est passionnant, vous pouvez vous y référer. C'est vrai que j'ai volontairement pas insisté là-dessus, je vous l'avais dit, ça portait plus sur les espions que sur l'espionnage. Voilà, c'est un livre accessible, qui n'est pas parfait, je ne vous le cache pas, il y a des points qui sont discutables, mais enfin, il est intéressant. Sur alors, intelligence, c'est le renseignement en anglais, le renseignement militaire et politique dans le monde romain, depuis la Deuxième Guerre punique jusqu'au IVe siècle. Et puis alors à droite, un livre que j'ai trouvé en préparant la conférence, qui vient de sortir, qui à mon avis, j'ai pas pu le voir, il est vraiment tout récent, qui à mon avis est un livre assez généraliste, mais illustré, qui est sans doute intéressant, qui, alors vous le voyez, est empreint quand même d'un certain modernisme. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas calquer sur le monde antique les réalités contemporaines. Là, et puis c'est vrai que c'est un peu une marotte des anglo-saxons, ils aiment bien parler de Special Forces and Special Corps, ou OPS, opérations spéciales, parce que voilà, ils imaginent que c'est des Marines ou je ne sais quoi qui vont faire des coups de force. Il y a de ça, c'est vrai, chez nos militaires romains, c'est sûr qu'ils ont aussi rempli ce genre de mission. Mais voilà, on est à la frontière entre une réalité antique et puis l'emploi de conceptions modernes. Donc si vous voulez explorer tout ça, vous pouvez vous référer à ces livres. Et puis, comme aussi on est curieux de plein de choses au-delà de la période antique, je voulais vous signaler qu'il y a un ouvrage tout récent qui vient de paraître, qui est consacré à l'espionnage au Moyen-Âge. Donc vous pouvez aussi vous y référer. C'est un ouvrage de qualité. Je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu en entier, mais c'est intéressant et je vous encourage à aller voir tout ça.